Alors, monsieur Samba Menadia, au-delà de ce qu'on peut interdire à ces panafricanistes de circuler en Europe, j'allais dire en France, puisque Nathalie Yamb a un côté suisse, de toute façon, elle peut continuer à circuler en Europe. Et aux États-Unis, de toute façon, ces panafricanistes ne sont pas obligés d'aller dans ce pays-là. Mais quel est le message finalement et comment vous percevez ce message à travers ces sanctions? Cela veut dire que le combat est un combat qui est gagné. Cela veut dire que nous avons réussi. Parce que nous avons réussi et nous avons tapé là où il fait mal. Nous avons tapé là où il fait mal. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore à taper. Jusqu'à ce qu'ils sachent que l'Afrique a son mot à dire. Jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils n'ont plus le monopole de cette vérité. Jusqu'à ce qu'ils sachent que le monde ne leur appartient plus. Jusqu'à ce qu'ils sachent que ce monde-là est devenu multipolaire. Les Européens ont l'habitude de nous infantiliser, croyant que nous ne pouvons pas prendre notre destin en main. Ils croient que toute décision venant d'ici, allant dans le sens d'une prise de conscience et de responsabilité, a été dictée, soit par une puissance, soit par une entité étatique. Et ça, cela prouve que, évidemment, que les Européens nous infantilisent. Pour nous, les Africains ne doivent pas prendre et ne peuvent pas prendre de décision pour eux-mêmes. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, si on parle de la Russie, et je suis bien à l'aise pour parler de ça, si on parle de la Russie, c'est que la Russie, à un moment donné, a porté le combat à des panafricanistes. Bientôt, le monde sera dédollarisé. Passera, parce que le monde est en train d'être dédollarisé. Les échanges se font en yuan, les échanges se font en rouble, les gens se font en roupies et d'autres monnaies. Les paniers de monnaies sont divers et diversifiés. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce tout autre numéro Droit de savoir. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Samba Benda Diaw, vous êtes président de l'organisation panafricaniste Parade, partenariat alternatif Russie-Afrique. Au centre de cette interview, le panafricanisme et le monde multipolaire. Bonjour, Monsieur Samba Benda Diaw, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, mon cher Christian. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité à cette excellente émission qui est très suivie à travers le monde entier par les Africains de la diaspora, Urbi et Orbi. En tout cas, merci de votre disponibilité. Bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TLR TV. Moi, c'est Christian Perrin. Je vous invite donc à liker, à partager pour nous aider à atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs, mais surtout ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Monsieur Samba Bendadia, nous allons commencer par la menace des Occidentaux qui pèse désormais sur les panafricanistes que vous êtes. Vous le savez qu'après l'interdiction de séjour sur le territoire français de Nathalie Yamb, une des figures incontestables du panafricanisme, l'annulation du visa de circulation de M. Michael Zodi, un acteur de la société civile nigérienne, le département d'État américain vient de blacklister deux autres panafricanistes, bien entendu, Kémy Séba, qui est une grande figure du panafricanisme, et Nathalie Yamb. Que vous inspirent donc ces persécutions? Je voudrais tout d'abord vous remercier par rapport à l'invitation que vous m'avez faite de participer à cette grande émission qui est aujourd'hui diffusée dans cette grande télévision que les Africains suivent de partout. Et nous vous félicitons vraiment d'avoir vraiment mis sur pied cette télévision qui permet aux Africains de s'exprimer par rapport à ce qui se passe dans le continent et par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Maintenant, je voudrais, avant d'embrayer, féliciter ces deux grands noms du panafricanisme moderne.
à savoir M. Kébi Seba et Mme Nathalie Yang, par rapport à l'immense tâche qu'ils ont aujourd'hui arborée pour participer à l'éveil et au réveil des consciences. Vraiment, par rapport à ça, je leur tire un grand chapeau. Par rapport aux décisions de ces Occidentaux, surtout la France et les États-Unis, à la décision d'interdire d'entrer au niveau de leur territoire ces deux grands noms, ou bien ces trois grands noms, avec Michael, l'autre là, il en fait partie, le Nigérian. Donc, je le salue aussi au passage, par rapport au travail qu'ils mènent, aussi dans le cadre de l'éveil et du réveil des consciences. Donc, je dirais, c'est une vieille pratique des Occidentaux. Les sanctions, les interdictions de territoire, c'est de vieilles pratiques, mais c'est des armées qui n'ont jamais payé. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, ils ont encore fait des sanctions. Et sur le plan, ils ont fait ça à la Russie, mais ça n'a pas fonctionné. Le fait d'interdire également ces deux grands noms, ou bien ces trois grands noms, montre aujourd'hui le véritable visage de ces Européens. Les Africains doivent avoir conscience que ce qu'ils nous vendent, c'est des illusions. Ils sont en train de piétiner leurs propres valeurs. Ces propres valeurs qu'ils nous ont vendues depuis plus de 600 ans. Depuis le siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui. Ce qui leur ont permis de coloniser la terre entière avec des idéologies relatives à la démocratie, à la liberté d'expression. Aujourd'hui, ils sont en train de piétiner tout ça. Si bien qu'aujourd'hui, les Africains aujourd'hui savent clairement que ces Occidentaux-là ne croient même pas par rapport à ces valeurs. Et le constat que nous faisons et la lecture que nous faisons en tant qu'Africains, moi je dis toujours que ce sont des chefs avec un couteau au cou. Maintenant, c'est des derniers agissements d'une chèvre avec un couteau au cou, parce qu'ils savent que la chèvre sait qu'elle va mourir. Donc aujourd'hui, les Occidentaux savent qu'aujourd'hui, ce monde-là ne leur appartient plus. Alors, Monsieur Sama Menadia, au-delà de ce qu'on peut interdire à ces panafricanistes de circuler en Europe, j'allais dire en France, puisque Nathalie Yamb est à un côté suisse, de toute façon, elle peut continuer à circuler en Europe. Et aux États-Unis, de toute façon, ces panafricanistes ne sont pas obligés d'aller dans ce pays-là. Mais quel est le message finalement et comment vous percevez ce message à travers ces sanctions? Cela veut dire que le combat est un combat qui est gagné. Cela veut dire que nous avons réussi. Parce que nous avons réussi et nous avons tapé là où il fait mal. Nous avons tapé là où il fait mal. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore à taper. Jusqu'à ce qu'ils sachent que l'Afrique a son mot à dire. Jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils n'ont plus le monopole de cette vérité. Jusqu'à ce qu'ils sachent que le monde ne leur appartient plus. Jusqu'à ce qu'ils sachent que ce monde-là est devenu multipolaire. Aujourd'hui, en réagissant par rapport à ce combat-là, la France nous a entendus. Mais un très mauvais message parce qu'ils piétinent eux-mêmes les valeurs pour lesquelles ils se sont battus jusque-là. Moi, je ne dirais pas, c'est une politique française. Pour les États-Unis, c'est une politique. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont les gouvernants qui ont décidé d'interdire à ces trois grands panafricanistes d'entrer sur le territoire. Et c'est un très mauvais message qu'ils sont en train de montrer à la face du monde. Et cela prouve évidemment que nous avons réussi le combat que nous avons mené jusqu'ici. Oui, oui, Monsieur Samba Mendadiaou. Pourquoi selon vous, ces panafricanistes sont systématiquement accusés d'influenceurs
russes en Afrique. Qu'est-ce qui les rapproche de la Russie? Et pourquoi on pense que ce sont des influenceurs russes en Afrique? Les Européens ont l'habitude de nous infantiliser, croyant que nous ne pouvons pas prendre notre destin en main. Ils croient que toute décision venant d'ici, allant dans le sens d'une prise de conscience et de responsabilité, a été dictée, soit par une puissance, soit par une entité étatique. Et ça, cela prouve que, évidemment, que les Européens nous infantilisent. Pour nous, les Africains ne doivent pas prendre et ne peuvent pas prendre de décision pour eux-mêmes. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, si on parle de la Russie, et je suis bien à l'aise pour parler de ça, si on parle de la Russie, c'est que la Russie, à un moment donné, a porté le combat à des panafricanistes. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un Français dans ce domaine, je lui ai dit, si les Africains prêtent l'oreille à la Russie, c'est parce que le président Vladimir Poutine porte les combats du panafricanisme, des panafricanistes. Le combat du CFA, qu'il a porté haut. Aucun chef d'État au monde n'a porté le combat, si ce n'est Vladimir Poutine. Et dans une moindre mesure, l'Italie. Ça, c'est un combat politique qu'il mène avec la France. Mais qui porte le combat du néocolonialisme et de l'impérialisme plus haut que Vladimir Poutine. Si bien que nous faisons de lui un allié. Parce que même les États-Unis, même la France a des alliés, a un allié. Dans chaque combat, il faut avoir des alliés. Et le combat, et les alliés, et l'allié principal aujourd'hui des panafricanistes qui se battent pour une cause qu'ils ont défendue depuis très longtemps, qui est en train d'aboutir. Et ça, vous voyez ce qui se passe, la cause est en train d'aboutir. Par rapport aux agissements de ces Français-là, de ces Occidentaux, en prenant des sanctions contre des symboles, cela prouve qu'effectivement le combat est en train d'aboutir. Donc, ils veulent nous infantiliser, croyant que la prise de conscience et le destin, la prise de conscience et la prise en main de notre propre destin nous a été dictée. C'est totalement faux. Les Africains ont mûri ce combat. Et depuis lors, si on fait l'historique, les Africains se sont toujours battus. Même s'ils étaient inférieurs en armement, ils étaient toujours battus. Je peux les citer, Benzin, je peux citer beaucoup de symboles qui se sont battus contre les colons. Mais ils n'étaient pas bien armés. Ils étaient vaincus. Mais la flamme ne s'était toujours pas éteinte. Les flambeaux ont été repris jusqu'aux indépendances. Aujourd'hui, après les indépendances, il y a un autre combat, c'est le néocolonialisme. Aujourd'hui, vous voyez des gens comme Kémy Séba, Nathalie Yambe, Samba Mbende Diaw, tous ces gens-là se battent pour qu'effectivement, chacun à sa manière. Parce que le panafricanisme aujourd'hui est divers et diversifié. On peut y revenir sur ça, mais le combat est un combat que les gens mènent selon la compréhension culturelle du panafricanisme et selon le contexte. Alors, il y a aussi un autre aspect que tout le monde sait d'ailleurs, le passif négatif de la politique française en Afrique, qui a généré d'ailleurs le sentiment anti-français, souvent très mal interprété, très mal présenté par l'élite politique française comme étant le sentiment anti-français. Mais en réalité, c'est un sentiment anti-politique française en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude des politiques français de tenter d'occulter la vérité ou la réalité de la politique française en Afrique? Qu'est-ce qu'ils craignent, selon vous? Pourquoi ils n'arrivent pas à dire la vérité aux Français? D'abord, ils craignent pour leur propre opinion publique, parce que l'opinion publique française ne connaît pas les affres de la politique française en Afrique.
Donc, j'ai vu une vidéo que Ogunchi a fait par rapport au CFA. Il est parti au niveau de la Banque de France pour échanger le CFA par rapport à ça. Les gens ne connaissaient même pas le CFA. Il a en train de leur expliquer, vraiment, là, les affres de la politique française en Afrique par rapport à cette monnaie qui nous a confisquée. Confisquée pour 14 pays. Donc, d'abord pour sa propre opinion publique. Deuxièmement, par rapport à l'Europe, en Europe, la France veut être une nation cadre. Il ne peut être considéré qu'une puissance que par rapport à l'emprise qu'elle a dans les différents pays étrangers, les pays africains, en les dominant économiquement, mais au niveau du Conseil de sécurité des Nations, ou bien au niveau des Nations Unies, être le porte-parole ou bien le porte-plume. Depuis très longtemps, ça a été. La France ne peut être considérée à travers le monde qu'avec sa domination qu'il a dans cette Afrique-là. L'autre aspect, c'est l'opinion publique africaine qui aujourd'hui n'accepte plus l'impérialisme français, qui a aujourd'hui, à bien des égards, contribué à la déliquescence de certains pays africains. Beaucoup de pays d'ailleurs, et avec son corollaire qui est là, la déstabilisation liée au djihadisme, à des instabilités politiques qui aujourd'hui empêchent nos nations vraiment de se développer ou bien de se remettre debout. Là, les Africains ont dit stop et ont cherché des alliés. Et c'est tout à fait normal que les Africains aujourd'hui cherchent des alliés parce que le monde est ouvert. Bientôt, le monde sera dédollarisé. Passera parce que le monde est en train d'être dédollarisé. Les essences se font en yuan, les essences se font en rouble, les gens se font en roupies et d'autres monnaies. Les paniers de monnaies sont divers et diversifiés. Personne n'aurait dû penser à ça il y a longtemps. Mais aujourd'hui, comme par magie, depuis vraiment 2019, certains disent que nous sommes dans l'ère du berceau. Et je rends hommage à ce panafricaniste Motundé, que Dieu ait pitié de son âme. Je lui ai rendu un vibrant hommage par rapport à sa contribution à l'éveil et au réveil des consciences noires, par rapport à son apport que l'Africain puisse savoir d'où il est venu et où il doit aller. Donc, tous ces éléments combinés font qu'aujourd'hui, les Africains n'acceptent plus d'être le dindon de la face de cette politique étrangère. Si bien que le Mali a été le point d'orgue, bien avant, vraiment, c'était la Centrafrique, mais aujourd'hui, la référence par rapport au refus, et c'est le moment de rendre hommage au président Assimi Goïta par rapport aux décisions qu'il a prises pour la souveraineté de son pays. Un pays plurimillénaire, un pays à qui on doit la charte des droits de l'homme, la charte de Kouroukanfouga. C'était là-bas, au Mali. Le Mali est une civilisation. Le Sénégal, d'où je viens, faisait partie de la pays du Mali. Donc, un pays comme ça, on ne joue pas avec. Donc, ces références-là font qu'aujourd'hui, nous sommes fiers. Parce que la fierté africaine était par moments écorchée. Et qu'aujourd'hui, il faut retrouver cette dignité et cette fierté. Et nous l'avons retrouvée. Et qu'aujourd'hui, nous n'allons plus accepter qu'on nous marche dessus. Nous allons passer à l'immigration, le volet immigration, puisque c'est un volet qui fait parler. Hein. L'immigration, c'est un thème aujourd'hui qui cristallise les débats au niveau de l'Europe, où les migrants, surtout africains bien sûr en particulier, sont présentés comme les sources des problèmes qui minent l'Europe. Alors, je vais d'abord vous proposer de suivre avec moi un extrait de la vidéo où l'Italie accusait la France d'appauvrir l'Afrique et la tient d'ailleurs pour responsable des flux migratoires en Europe. Et nous reviendrons sur ce plateau. Suivez.
L'Afrique. Si la France ne décolonise pas des dizaines de pays pour lesquels elle imprime elle-même des francs CFA, alors nous continuerons à avoir une Afrique pauvre et une Europe hypocrite. Si ces propos ont déclenché la colère des autorités françaises, en Afrique, ils trouvent un écho favorable. L'Europe est en train de comprendre petit à petit comment la France puise sa puissance, puise sa richesse en Afrique. Si la France permettait aux dirigeants africains d'installer des entreprises, de résoudre les problèmes du chômage, on n'aurait pas de migrants vers la Méditerranée. C'est parce qu'on n'a pas créé d'emplois en Afrique, on n'a pas d'industrie, on ne transforme pas les matières premières en Afrique qu'il y a des migrants qui vont à la recherche du pain quotidien dans la Méditerranée et qui rejoignent la France. Depuis son arrivée au pouvoir en Italie, le mouvement 5 étoiles accuse régulièrement la France de cynisme en matière d'immigration. Paris, qui s'était engagé à recevoir plus de 7000 migrants en provenance d'Italie, n'en a accueilli à peine 10%. De quoi alimenter la rancœur. L'Italie accuse donc la France, disons mieux les Occidentaux, qui pillent l'Afrique, d'être responsable des flux migratoires envers l'Europe. Et il dit, vous l'avez suivi, que la France appauvrit l'Afrique avec son système du franc CFA. Quel commentaire faites-vous de ces propos? C'est une réponse à la France pour leur dire, effectivement, nous ne sommes pas, en tant que pays d'Italie, nous ne sommes pas responsables de cette immigration. Parce que c'est une immigration qui a été causée par vos politiques qui ont jusque-là conduit ces nations dans une pauvreté extraordinaire. Oui, mais monsieur Sambandia, la curiosité, disais-je, c'est que lorsque les mêmes propos sont tenus par les Africains, on les accuse d'être instrumentalisés par la Russie. Mais curieusement, quand ces mêmes propos sont tenus parce qu'il y a aussi des députés français qui, à un moment donné, ont dit un certain nombre de choses, des vérités là-dessus. Et quand c'est dit, par exemple, par les Italiens, là, la France n'a pas le courage de traiter les Italiens ou ses propres députés d'être instrumentalisés par la Russie. Non, moi, cher Christian, vous savez. Attitude. Parce qu'aujourd'hui, si on s'en prend, évidemment, pardon, je vais terminer par là, si on s'en prend aujourd'hui à Nathalie Yamb, si on s'en prend à Kémy Seba ou à Michael Zodi, c'est parce qu'ils ont dit les mêmes choses que disent les Italiens ou certains députés français. Ce sont les politiques de deux poids, deux mesures. Les politiques de deux poids, deux mesures des Européens ne doivent plus surprendre personne. Vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, la façon dont ils ont traité les France. Est-ce que c'est la même chose avec laquelle ils se sont vraiment battus pour la Libye, l'Irak, et plus précisément ce qui se passe en RDC, et vraiment ce qui se passe vraiment avec les outils en Arabie Saoudite, parce que c'est le même traitement. Eux, ils l'ont dit, c'est-à-dire, pour eux, d'abord, pour ce qui concerne l'Ukraine, et ce qui a vraiment nous a fait très mal, ils ont dit, ouais, les Ukrainiens sont comme nous, ils nous ressemblent, ils ont les cheveux comme nous, ils conduisent les mêmes voitures. Vraiment, c'est aberrant. Les Africains se sont rendus compte que ces gens-là, c'est des gens sectaires, pas sectaires, mais vous ne pouvez même pas qualifier ça de communautarisme, mais de raciste. Et honté. On ne peut pas qualifier même ces gens-là. Donc, les Africains sont habitués maintenant à leurs deux poids, deux mesures. Mais nous ne devons pas attendre des jugements des autres pour pouvoir nous définir maintenant. N'attendons plus le jugement des autres pour pouvoir développer vraiment ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, moi, je me suis libéré du jugement des autres, surtout de ces Européens-là, parce que je sais, a priori, qu'ils ne veulent pas du bien à notre continent. Et Dieu a fait que le monde est absolument très ouvert maintenant. Je peux parler avec les Turcs d'égal à égal.
des Chinois d'égal à égal, des Russes d'égal à égal, l'Inde d'égal à égal. Et ces gens-là, ils font plus de la moitié de la planète en termes de population et de marché. Donc aujourd'hui, le monopole qui voulait... Bon, l'Europe de 1990, ce n'est plus l'Europe d'aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, je me suis vraiment libéré du jugement de ces Occidentaux. Monsieur Samba Abenadia, nous allons maintenant passer à votre organisation, Parade, c'est ça, Partenariat Alternative Russie-Afrique. Vous pouvez nous dire depuis quand existe votre organisation et quelle est la vision de Parade? Oui, Parade, comme vous l'entendez, en abrégé, Parade, c'est partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique. En abrégé, Parade. C'est une organisation qui a été créée par des Africains voilà, qui ont senti vraiment la nécessité de pouvoir contribuer par rapport vraiment à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, de pouvoir contribuer par rapport à leurs idées, à l'éveil et le réveil des consciences, mais également orienter véritablement les diplomaties africaines vers la Russie. Pourquoi la Russie? Je sais que vous allez me demander ça. Mon cher Christian. Oui. Mon cher Christian. Parce que la Russie, par rapport à ce monde-là qui est en plein basculement aujourd'hui, la Russie est le pivot de ce monde-là. Pour ne pas dire la locomotive. Parce oui, que ça c'est vous qui le dites, c'est pas, pas ce que pensent forcément tous les Africains. Non, parce que la responsabilité pouvait provenir de la Chine. Mais la Chine n'a pas pris ses responsabilités. Mais en tant que puissance nucléaire, c'est seule la Russie qui pouvait prendre cette initiative. En montrant d'abord oui, mais monsieur la Samba, face cachée. Monsieur Samba Amendadia, pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi, monsieur Samba. Est-ce que c'est une manière pour vous de quitter l'ancien maître pour s'adonner au nouveau maître qui est aujourd'hui la Russie, c'est ça? D'abord, je dirais que l'Afrique s'est longtemps départie de ses maîtres. Un maître est un esclave. Un maître est un propriétaire d'esclaves. L'Afrique s'est toujours battue contre ces maîtres-là. Et ces maîtres-là, aujourd'hui, n'osent même pas s'appeler maîtres. La Russie est un partenaire fiable. Parce que la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. La Russie n'a jamais participé à la honteuse traite des Noirs. La Russie a aidé beaucoup de pays africains à lutter contre la colonisation. Beaucoup de pays ont vu leur administration, les membres de l'administration formés en Russie, les militaires formés en Russie. Si bien que même aujourd'hui, la base de l'armée de beaucoup de pays, de l'armement de beaucoup de pays est constituée d'armement russe. C'est un mais pourtant, monsieur Samba, pourtant, dans le même temps, on l'accuse de violation des droits de l'homme. Qui accuse la Russie de violation des droits de l'homme? Qui? Ce n'est pas nous les Africains. Ce sont nos ennemis qui les accusent. Ce sont ceux qui luttent contre le multipolarisme, qui veulent écraser véritablement le symbole de ce monde multipolaire-là, qui veulent nous faire croire que c'est un dictateur. Ce que les Occidentaux ont fait, avec des milliers et des milliers de morts en Irak, ils ont rasé l'Irak en bombardant civils, tout.
mettant le pays sous embargo, même il y avait des difficultés d'avoir de l'aspirine pendant 7 ans. Ce qu'ils ont fait au Cambodge, ce qu'ils ont fait en Afghanistan, en Serbie, en Libye, ce qu'ils continuent de faire en Afrique, des pays comme le Mali, la RDC, la Centrafrique, ces gens-là ne sont plus placés pour nous parler de droits de l'homme. Ils ne l'ont qu'au niveau de la bouche, mais ils ne l'ont pas au niveau du cœur. Nous l'avons compris. Et nous ne les écoutons plus. C'est ça qui fait mal. Si bien qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'agiter, sachant qu'aujourd'hui, qu'ils sont en train de perdre ce qui les faisait vivre. Parce que c'est l'Afrique qui les faisait vivre. Et aucun dirigeant africain ne s'aventurera pas à ne pas écouter son peuple. Vous voyez ce qui se passe. Bazoum, il y a 2 mois, les gens disaient que c'était un pro-russe, c'était un pro-français. Ils ont appelé Dardar, il y a 2 semaines, son Excellence Igor Gromyko, pour signer des accords avec lui. Parce qu'il y a l'exigence du peuple nigérien. Et en tête, l'organisation Parab-Niger. Si bien que même Igor Gromyko a reçu le bureau de Parab-Niger pour les féliciter par rapport au travail qu'ils ont accompli au Niger, pour qu'au moins la Russie soit fréquentable actuellement au Niger. Donc, ces Occidentaux ne peuvent plus nous parler de droits de l'homme. Voilà, mon cher Christian. Monsieur Samba Mendadia, vous savez également que l'histoire des nations nous enseigne que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts à défendre. Dans quelles conditions ou sous quelles conditions, par exemple, l'Afrique peut-elle continuer à maintenir ses relations avec l'Occident, j'allais dire la France, parce que nous parlons ici beaucoup plus de la France avec ses anciennes colonies. Sous quelles conditions l'Afrique peut-elle continuer à traiter avec la France? Oui, n'oublions pas que l'Afrique, la France est une ancienne puissance coloniale. N'oublions pas aussi que le réflexe d'un colonialiste, c'est de toujours dominer. N'oublions toujours pas. Et aujourd'hui, les Africains parlent de partenariat. Et le colonialiste ou bien l'impérialiste ne connaît pas le partenariat. Parce que le partenariat, ou bien être partenaire, c'est travailler ensemble pour atteindre des objectifs, mais aussi dans le respect. Je poserai la question à tout le monde. Y a-t-il eu toujours de respect entre nous et ces Français-là? Je dirais que non. Je dirais que non. Donc, c'est des colonialistes, c'est des impérialistes, ils ont des réflexes. Le réflexe d'un colon, c'est de toujours dominer. Ils ne peuvent jamais, ils ne connaissent pas le partenariat. Mais heureusement que ce monde est ouvert maintenant. L'Afrique, la condition que l'Afrique pose, c'est la question de sa souveraineté et de son respect. En posant les bases d'un véritable partenariat. Parce que nous avons tantôt défini le partenariat. Qu'est-ce que c'est le partenariat? Si un État vient en Afrique, la première condition, c'est la non-ingérence, le respect de notre souveraineté et le partenariat gagnant-gagnant. Parce que c'est la quintessence même de la création de l'organisation Parade. Parce que nous avons fait un diagnostic clair de la situation économique de l'Afrique. Nous avons senti que cette Afrique-là est riche, mais paradoxalement, elle est pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a été appauvrie, disent beaucoup de personnes. Après ce diagnostic-là, nous avons dénombré pas mal d'objectifs
pour atteindre vraiment une souveraineté. Nous avons des idées sur les différents points, les secteurs économiques comme l'agriculture. On ne peut pas avoir faim en ayant des terres arables et de l'eau en abondance. Donc, sur le plan de l'agriculture, il nous faut véritablement atteindre l'autosuffisance dans beaucoup de pays. L'Afrique doit atteindre l'autosuffisance. Dans le domaine des transferts de technologie, et l'histoire a montré que la Russie a été beaucoup plus enclin de partager ses inventions que l'Europe. La France n'a jamais partagé de technologie à un pays africain. Les États-Unis ne l'ont jamais fait. Tous ces pays-là qui ont connu cette bombe atomique, vraiment sur le plan scientifique, les pays d'Asie, les pays du Moyen-Orient, ils l'ont connu par le trichement de la Russie. Un État qui est comme ça. L'Afrique a besoin, sur le plan scientifique, aujourd'hui, de véritables partages et de véritables transferts de technologie. Nous avons besoin, sur le plan des échanges liés au commerce, il y a un commerce équitable. L'élevage, l'éducation, la santé, l'agriculture, la pêche, tous ces domaines ont été ciblés. Et qu'aujourd'hui, je vous dis que même le président Poutine, il est en phase avec nous par rapport à notre organisation, parce que lui qui a autorisé le développement de notre organisation. Donc, il était d'accord sur tous les points. Et ces points-là ont été débattus avec tous les ambassadeurs qui sont les représentants de la Fédération russe. Aujourd'hui, les B2B, les joint ventures avec les hommes d'affaires des pays africains et les hommes d'affaires russes, il y a à chaque fois des forums qui sont en train d'organiser à l'échelle africaine et qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des retombées positives. C'est ça qu'on attend véritablement de la part d'un partenaire. Mais on n'attend pas de la part d'un pays, quelqu'un qui donne ses directives en fixant des conditions. Ça, c'est révolu. Si la France veut revenir en Afrique, il va falloir qu'elle respecte ces conditions-là. En sachant que l'Afrique n'est plus sa chasse gardée. La représentation de votre organisation, elle est où? Son siège social est où? Et comment êtes-vous implanté en Afrique? Dans combien de pays? Nous sommes dans 24 pays africains. Nous sommes dans 24 pays. Nous sommes aussi bien en Afrique, répartis en Afrique, en Europe et au niveau des Caraïbes. Aux Caraïbes, nous sommes déjà en Haïti. Donc, nous sommes en France, nous sommes en Allemagne et nous sommes en Russie. Donc, le reste, c'est les pays africains. Donc, nous sommes dans 24 pays. Donc, le Canada n'est pas encore entré parce qu'hier, ils m'ont contacté pour vraiment entrer dans l'organisation. Donc, c'est une organisation qui est née il y a presque un an parce que c'est le mois de septembre 2021. Presque moins de 2 mois. Et aujourd'hui, ce qui montre que les Africains épousent les idées qu'on développe par rapport à notre organisation, c'est par rapport à la fulgurance de l'implantation de l'organisation. Donc, en moins d'une année, nous étions vraiment dans 20 pays. Aujourd'hui, nous sommes dans 24. Cela prouve que les Africains comprennent les enjeux. Donc, nous, notre particularité, nous développons le panafricanisme économique. Parce que nous nous sommes dit que il y a toujours le panafricanisme de dénonciation, le panafricanisme de lamentation. On a clairement identifié nos bourreaux, c'est clair. On a fait un diagnostic, ça c'est clair. Mais quelle stratégie allons-nous développer pour sortir vraiment de cette situation? Parce que la finalité de tout, c'est de voir une Afrique libérée des derniers stigmates de l'impérialisme occidental. Nous tous, c'est notre idéal, nous avons cet objectif. Mais seules les voies et moyens d'y accéder qui peuvent différer. Oui, monsieur Sambandia, vous parlez du panafricanisme économique.
Est-ce que vous pouvez nous dire votre participation, par exemple, dans le cas des échanges commerciaux au niveau de ces 24 pays dans lesquels vous êtes implanté? Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, pour le panafricanisme économique, d'abord, c'est de penser d'abord à nos États africains. Qu'est-ce que les États africains gagnent dans ce commerce à travers le monde entier? Qu'est-ce que les Africains doivent gagner dans un commerce extra-africain? Avec qui devons-nous commercer? Avec qui devons-nous développer des alliances stratégiques pour que effectivement nos économies ne soient plus bradées? Parce qu'on a beau être riche, mais cette Europe-là va mener des guerres coloniales bientôt. Parce que l'Europe est le continent des pénuries. L'Afrique a tout. Mais avec leur armement, ils ne peuvent plus supporter les pénuries. Et ils vont bientôt mener leur guerre coloniale. Si on n'a pas un partenaire stratégique, on risque de revenir au point de départ. Je ne suis pas complotiste, je suis réaliste. Au début, lorsqu'ils étaient venus ici, ils avaient trouvé des États bien organisés. Mais sur le plan militaire, nous n'étions pas bien protégés. Donc, c'est le volet sécuritaire aussi qui est aujourd'hui un intrant du développement. Nous l'avons espéré qu'avec la Russie, l'Afrique va atteindre une sécurité au point que ceux qui mèneront ultérieurement des guerres coloniales, vont éviter l'Afrique. Nous ne pourrons plus revenir au point de départ où nos richesses ont été pillées. Donc aujourd'hui, avec l'organisation, nous essayons au niveau de nos États de discuter avec l'ensemble des hommes d'affaires à l'échelle de chaque pays. Donc chaque responsable de parade dans chaque pays, il fait le répertoire des hommes d'affaires. C'est ceux qui sont dans l'agrobusiness, ceux qui sont dans la pêche, ceux qui veulent faire la pisciculture, l'éducation, la formation. Donc, on expose les besoins de partenariat. Parce qu'il ne s'agit plus de demander à la Russie. Même la Russie le sait. Lorsqu'on m'avait invité à l'Institut des Relations internationales de Moscou, le 24 octobre dernier, je l'ai fait par visioconférence. Il y avait Evgeny Prigogine, il y avait Bogdanov, il y avait tous ces sommités-là qui étaient là-bas. Il m'avait donné le privilège d'ouvrir le brainstorming. Je leur ai dit de manière claire que nous ne sommes pas là pour commander de l'argent. Nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Et la Russie, aujourd'hui, a la chance de faire une lecture des échecs des Occidentaux en Afrique et de ne pas reproduire les mêmes schémas à l'identique. Parce que nous n'allons plus accepter que les schémas qui nous ont conduits jusqu'ici soient reproduits par la Chine, par la Russie ou par un quelconque État que ce soit. Donc, nous faisons le répertoire de ces hommes d'affaires qui sont là-bas. Et il y a un forum qu'on organise par le biais de l'ambassadeur. L'ambassadeur, il fait appel aux investisseurs russes parce qu'en fait, ils ont fait de parade leurs points focaux. La principale difficulté des Russes au début, c'est qu'ils n'avaient pas de points focaux en Afrique. Mais ils ont fait de parade un instrument de coopération entre la Russie et l'Afrique. Et vraiment, dans 2 semaines, je vais rencontrer ici à Dakar 4 ambassadeurs qui vont venir, plus l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal. Et ils ont besoin de discuter encore de parade par rapport à l'implantation dans le pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un excellent travail, mais en coulisses, parce que c'est l'économie. Ils n'ont pas besoin de crier haut et fort, parce que c'est des actes qu'on pose, et d'arriver de manière concrète à réaliser certains
avoir certains résultats. Voilà, vraiment, mon cher Christian. Vous avez parlé du panafricanisme économique. Or, nous savons que généralement, en Afrique en particulier, c'est plutôt la politique qui fait l'économie. Et comment vous travaillez avec les politiques, avec les gouvernements de l'Afrique, par exemple? Oui, je dirais, mon cher Christian, que jusqu'ici, effectivement, jusqu'ici, on n'a jamais eu d'entrave. On n'a pas encore d'entrave par rapport au déroulement de nos activités. Parce que l'organisation, dans ses fondements, dans ses statuts, a exclu vraiment la politique. Donc, c'est une organisation de la société civile, donc une organisation apolitique, qui travaille uniquement sur le volet économique. Chaque pays a donné le récépissé, a autorisé dans les différents quatre pays, les gouvernants ont donné des récépissés à l'organisation pour qu'ils puissent véritablement être dans la réglementation pour pouvoir vraiment effectuer ces activités. Il n'y a jamais eu d'entrave. Parce que le volet économique, si on réussit le volet économique, vraiment, on aura tout réussi. Voilà, c'est aussi la fin de cette émission. Merci, Monsieur Samba Mbenda Diaw. Je rappelle que vous êtes président de l'organisation panafricaniste Parade, partenariat alternatif Russie-Afrique. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grand merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux. Likez et partagez à ces émissions pour nous permettre de parfaire notre référencement, mais surtout aussi d'atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.